merci d'être venu ce soir pour j'ai envie de dire, ce deuxième volet, puisque le premier volet était au mois de décembre, initialement prévu en décembre dernier. C'était le colloque des spiritualités, pour certains étaient présents. Et cette date de décembre a été marquée par un report, puisque les Gilets jaunes en avaient décidé autrement. La ville de Paris avait fermé cette salle, qui appartient donc à la mairie, et ça a été reporté au 9 janvier, si mes souvenirs sont exacts. Et ça avait été un magnifique moment qui est disponible sur Internet pour ceux qui n'avaient pas pu venir. On retrouve les 4 conférenciers. Il suffit de taper « Colloque des spiritualités » et vous verrez tout de suite apparaître les 4 vidéos qui sont en libre service sur les réseaux. Voilà. Alors, on n'avait pas pu accueillir Madame Streelriver en janvier dernier. Et donc, Alain Bréant a contacté Mme Streelriver et a dit « ça serait quand même bien qu'on puisse compléter ce qui nous avait manqué ». Et puis, elle a dit « bien sûr, parce que je serai disponible au mois d'octobre, allons-y ». Et là, on a complété, on a étoffé et on a nourri autour du thème de la méditation, donc cette soirée que nous allons partager ensemble. Voilà. Alors, méditation. Je suis allé chercher dans l'encyclopédie, parce que je ne suis pas un spécialiste de cette discipline. Méditation, donc ça vient du latin meditatio, qui désigne une pratique mentale qui consiste généralement en une attention portée sur un certain objet au niveau de la pensée, méditer un principe philosophique par exemple, dans le but d'en approfondir le sens. Des émotions du corps, des émotions ou du corps, pardon, dans une approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une voie de réalisation de soi et d'éveil. La méditation est au cœur de nombreuses pratiques spirituelles ou religieuses, comme celle du bouddhisme, de l'hindouisme, du jaïnisme, du sikhisme, du taoïsme, du yoga, de l'islam, du christianisme, etc., et d'autres formes plus récentes de spiritualité, voire des mouvements sectaires, comme la méditation transcendantale qui est classée depuis quelques années dans les sectes. Nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure. J'ai fait quelques recherches et j'ai des questions à poser à nos conférencières. Donc c'est une pratique pouvant viser à produire une paix intérieure, la vécuité de l'esprit, des états de conscience modifiés, l'apaisement progressif, etc. Nos conférencières nous en parleront. Voilà ce qu'on peut tous lire dans l'encyclopédie. Alors, la soirée va s'articuler autour de 4 interventions. La première, Ida Radogowski, pratiquante de la méditation. Deuxième intervention, le docteur Alain Bréant sur les bases médicales de la méditation. Troisième intervention, Christiane Rollin, éducation et méditation. La quatrième intervention, Madame Sophia Streelriver, spécialiste du sanskrit, biographe du Dalai Lama, méditer pour l'amour de la vie et de toutes les vies. Ensuite, nous aurons un temps de méditation animé par Madame Sophia Streelriver de 15 minutes. Donc là, on va passer à la pratique. Et ensuite, deuxième partie, vous pourrez intervenir puisque ce sera un débat. Nos 4 intervenants seront sur scène et vous pourrez poser des questions. On a un micro sans fil. Je vais tout d'abord vous demander un peu d'indulgence, car je n'ai pas trop l'habitude de parler en public. Et également vous dire que j'ai accepté cette proposition dans un esprit de partage. Voilà. Donc bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le docteur Alain Bréant et les éditions de LOL de m'avoir proposé de venir vous parler de la méditation, afin de transmettre mon expérience de pratiquante et quelques-unes de mes réflexions. Je médite depuis un certain nombre d'années et suis des enseignements de différentes écoles bouddhiques, tradition tibétaine et tradition Theravada d'Asie du Sud-Est, depuis plus d'une trentaine d'années avec plus de régularité ces 5 dernières années. J'ai également suivi des cours sur l'histoire du bouddhisme avec l'Institut d'études bouddhiques de Paris. Je ne pense pas être une théoricienne de la méditation, mais plutôt une pratiquante qui conceptualise à partir de sa pratique.
Mon intervention d'aujourd'hui est un témoignage de ce que la méditation m'a apporté et des leçons que j'ai pu en tirer. La méditation s'appuie sur une connaissance du fonctionnement de l'esprit, des émotions et de la souffrance. Et c'est cela qui m'a intéressée. C'est une vision non dualiste du corps et de l'esprit. Dukkha, en pali, signifie le mal-être, la souffrance existentielle, si prégnante dans nos sociétés. Et qu'il était d'autant plus pour moi, qui ai rencontré de graves problèmes de santé il y a quelques années. Ce sont les enseignements et la méditation, ainsi que d'autres techniques, comme le yoga et la psychanalyse, qui m'ont aidé à m'en sortir. Dans ma recherche pour comprendre la maladie et tenter une guérison, il était important pour moi que cette pratique ne me serve pas uniquement à sortir de la maladie, mais qu'elle soit également une leçon de vie et une pratique altruiste allant vers les autres. Je ne souhaitais pas m'enfermer dans un bien-être personnel. La méditation m'a donc aidée à prendre conscience de mon fonctionnement mental, à prendre de la distance avec ce corps malade et à aller de l'avant, plutôt que de me morfondre sur les conséquences de ma maladie. La méditation m'a permis d'acquérir un état d'esprit, peut-être une forme de distance avec un corps qui ne répondait plus à mes attentes, d'une jeune femme d'une trentaine d'années. Elle m'a aidée au quotidien à tenir le coup, même lorsque mon corps faiblissait, mais également à faire des projets pour l'avenir immédiat, alors qu'à certains moments, aller chez l'épicier d'en face me demandait un effort surhumain. Aujourd'hui que je suis sortie de cette maladie, non pas guérie, est-on jamais guéri d'un sillon que l'on a creusé à un moment donné sans le vouloir consciemment? Aujourd'hui donc, la pratique de la méditation m'aide à voir le monde tel qu'il est et à assumer le mieux possible mon humanité. En tout cas, je l'espère. Comme le disait Swami Prajnampad, qui fut le maître d'Arnaud Desjardins, vous ne vivez pas dans le monde, vous vivez dans votre monde. Les enseignements du Bouddha abordent depuis plus de 2500 ans ces notions par le biais de deux de ses principes essentiels, complémentaires et indissociables: l'interdépendance des êtres et des phénomènes et l'impermanence. Penser et vivre en prenant conscience que tout ce qui existe est en mutation et transformation constante. Cette attitude pragmatique donne une grande adaptabilité à ce que nous ressentons, aux êtres et aux circonstances. En ce qui me concerne, au bout de quelques années de maladie, bien que mon état se fût amélioré, je restais fragile. J'avais perdu de vue que je pouvais guérir. Mais comme le disait Rainer Maria Rilke, il faut savoir que les choses sont sans espoir et tout faire pour les changer. Je continuais ma vie en souhaitant seulement pouvoir prendre encore un peu de plaisir, pas uniquement le plaisir des sens, qui est un plaisir égocentrique et superficiel, mais trouver en moi-même une certaine joie, le simple fait de vivre et de goûter les choses. En fait, le yoga m'a appris une chose importante, le dépassement de soi. Et j'avais et ai toujours une devise: trouver du plaisir dans la contrainte. Nous ne pouvons pas prévoir ou changer les événements qui arrivent dans notre vie, que ce soit personnel ou collectif. Mais ce que nous pouvons changer, c'est notre façon de les percevoir, de les accueillir. Ainsi, la manière dont nous appréhendons la réalité conditionne notre vision de nous-mêmes, des autres, de l'existence. La voie bouddhiste apprend à s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits. Et la méditation nous permet d'appréhender nos émotions, non pas de nous en détacher, mais de ne pas les laisser nous envahir, ni de rester sur leurs conséquences, d'être dans un mode répétitif, voire obsessionnel. Il ne s'agit pas de ne plus éprouver d'émotions, mais de ne pas se laisser envahir par elles. Cette maîtrise induit au fur et à mesure des états intérieurs différents qui changent notre vision du monde. Nous avons moins peur et de ce fait devenons plus ouverts aux autres, plus altruistes, plus coopératifs pour créer en commun. Notre altruisme nous mène vers tout ce qui est vivant, humain et non humain. Nous avons une plus grande conscience de notre environnement. Nous sommes des êtres émotionnels. Ces émotions, venant des 5 sens, nous permettent d'une certaine façon
d'appréhender le monde. Mais ces sensations peuvent nous amener dans une spirale qui ne nous permet pas toujours d'en sortir. Méditer, c'est aussi mettre fin à un flot incessant d'idées, à un assaut de jugements que l'on est toujours prompt à appliquer à ce que l'on observe, biaisant ainsi notre capacité de perception en la soumettant à des préjugés, à des concepts dont on n'a même plus conscience et pour certains dont on n'a même pas vérifié l'authenticité. La méditation change notre rapport au monde, nous permet d'appréhender et sentir notre place dans l'univers, de nous concentrer de manière plus intense, d'être plus lucide. La seule vraie question qu'il faut se poser, c'est dans quel but ? Est-ce uniquement pour moi personnellement ou est-ce aussi dans un but altruiste ? Le danger aujourd'hui, dans la rapidité avec laquelle se diffuse la méditation de pleine conscience, c'est qu'elle risque de perdre son sens, car coupée de ses racines bouddhistes, ce qui veut dire coupée de l'altruisme et de l'éthique. Le risque est qu'elle soit instrumentalisée de manière opportuniste ou utilisée comme un produit. Il est de la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués dans ce mouvement de veiller à ce que l'intégration de la pleine conscience se fasse de manière éthique, afin qu'elle contribue pleinement à l'apaisement dont nos sociétés ont besoin. Ce ne sont pas mes propos, mais ceux de Jon Kabat-Zinn, professeur émérite de médecine à l'Université du Massachusetts et fondateur d'une méthode, la méditation de pleine conscience, destinée à la réduction du stress. Jon Kabat-Zinn a suivi des enseignements de maîtres zen, ainsi que de moines de la tradition Theravada, moines de la forêt, bouddhisme du sud-est asiatique. En effet, le danger est grand de nos jours où le tout de suite et le prêt-à-porter spirituel sont à la mode, que très peu de personnes comprennent ce qu'implique un travail intérieur en pratiquant régulièrement la méditation. C'est un long cheminement, parfois semé d'écueils et de difficultés à surmonter, qui tend vers un accomplissement transcendant notre vision ordinaire de l'existence. Vouloir mettre la méditation à la portée de tous participe d'une excellente motivation. Mais cette bonne volonté doit aller de pair avec une réflexion de fond. Se rappeler que cette technique est issue d'une spiritualité et que ce n'est pas saupoudrer la vie mondaine ou séculière de quelques outils spirituels en vue d'un développement personnel ou de l'optimisation de performance. L'enjeu véritable est celui d'un changement radical de notre vision de l'esprit, du monde et des autres. Méditer, c'est mettre une certaine distance vis-à-vis de l'acte de consommer ou de l'idée de compétitivité, en cultivant l'empathie avec les êtres humains et je dirais même avec les êtres non humains. Méditer, c'est donc retrouver le sens du don, de l'échange, de l'écoute. Pour parvenir à une certaine émancipation, le bouddhisme propose ainsi un grand nombre de méthodes ou de moyens appropriés, qui tous se regroupent au sein des 3 entraînements. La discipline éthique, qui modifie le comportement du pratiquant à l'égard de lui-même et à l'égard d'autrui. Le recueillement méditatif, qui concerne la maîtrise de l'esprit et de ses fonctions. Et la connaissance imminente de la nature de la réalité qui en résulte. On en est venu à parler de méditation laïque, terme pour le moins étrange. Qu'y a-t-il en effet de laïque ou de non laïque dans le fait de méditer ? La laïcité est un concept moderne, occidental, impliquant en principe l'existence d'un espace public neutre à l'égard des religions instituées, sans hostilité ni phobie. Est-ce pour se démarquer de la tradition bouddhique que l'on a ajouté ce terme, comme pour s'assurer qu'il ne s'agit plus là d'une pratique spirituelle ou religieuse, et dans quel but ? Comme je l'ai proposé plus haut, il faut se poser les vraies questions. Quelles sont mes réelles motivations ou mes réelles intentions pour pratiquer la méditation ? Car celle-ci n'est pas une technique de plus à consommer, mais un véritable outil de travail. L'intention qui est un dessein délibéré d'accomplir un acte par la volonté qui est très importante dans la démarche de méditer régulièrement.
Peut-être faudrait-il parler de méditation universelle, comme le préconise Sophia Streelriver ici présente, ce qui pourrait englober toute forme de méditation, qu'elle émane d'une religion, d'une spiritualité ou d'un monde athée. Le thème de cette conférence est la méditation qu'en attendre, et le sous-titre en est « Pour l'amour de la vie » que je développerai plus loin. Je serais tentée de ne rien attendre, car être en attente n'est peut-être pas la meilleure posture dans la méditation. Elle requiert du lâcher-prise. Il peut y avoir des méditations inspirantes qui laissent une trace dans les heures, voire les jours à venir. Mais il peut y avoir également des méditations qui n'apportent rien sur le moment. En tous les cas, c'est l'impression que nous en avons. Rien n'est moins sûr, car en fait, un travail continue à se faire dans la persévérance de méditer régulièrement. Cette régularité permet au mental parfois de lâcher prise, et nous pouvons au fur et à mesure du temps comprendre que ces petits lâcher prise, se cumulant, nous amènent à plus de sérénité dans la vie au quotidien. Nous pouvons nous surprendre à être plus sereins, plus sereines, dans certaines situations où auparavant nous aurions réagi très rapidement. Agir et non réagir est préférable, comme le spécifiait Ajahn Medino, moine de la tradition Theravada, moine de la forêt. Ce confort personnel, le lâcher-prise dans la vie quotidienne, se diffuse autour de nous et permet le plus souvent d'apaiser des situations où le conflit n'est jamais très loin. Nous vivons dans une époque où les rapports de force sont très présents. Nous n'avons pas toujours envie d'y entrer ou nous n'en avons pas toujours les moyens, nous trouvant débordés par l'émotionnel. La méditation, au fur et à mesure de notre travail régulier, instaure intérieurement un état plus calme qui permet de ne pas entrer systématiquement dans des rapports de force. Ces rapports de force peuvent exister également avec un corps malade. La dualité corps-esprit s'instaure, alors qu'en dépassant cette dualité, il semble possible de trouver une harmonie. C'est souvent la douleur à répétition qui soutient cette dualité. L'esprit pourrait être plus calme s'il n'y avait pas cette douleur, bien souvent répétitive. La douleur existe, bien évidemment, mais si le mental est plus apaisé, nous réagirons différemment. Je tente au travers de ces lignes de vous donner une approche différente de la méditation. Il ne s'agit pas seulement de s'en servir comme un objet de consommation qui permet d'être mieux dans sa peau, mais d'un véritable travail intérieur pour aller vers une autre dimension qui nous permet d'être plus lucides dans le monde et de ce fait d'agir en conséquence. Et pour reprendre le sous-titre de la conférence « Pour l'amour de la vie », eh bien, je ne serai pas la dernière à dire que oui, bien évidemment, nous avons des forces de vie importantes, et peut-être les méconnaissons-nous. Mais je peux vous assurer à titre personnel que je les ai bien perçues, vécues, tout au long de ce chemin dans la maladie. Ces forces de vie peuvent se traduire par un amour de la vie. Dans mon chemin de vie, j'avais perdu de vue depuis un bon moment l'idée de guérir, mais je souhaitais continuer encore un bout de ce chemin de vie. Difficile, certes, mais si exaltant. Je dis bien souvent que la vie est bien plus créative que nous, qu'elle nous amène à vivre des événements auxquels nous n'aurions même pas pensé. Des événements bénéfiques et d'autres beaucoup moins. L'art de cet amour de la vie, c'est de comprendre ce qui est en jeu et d'y plonger afin de vivre en pleine conscience ce qui se présente avec un regard bienveillant envers soi, mais aussi envers les autres. C'est une gymnastique un peu difficile, mais qui permet bien souvent de mieux passer les épreuves. Ce regard bienveillant permet la rencontre avec les autres, que ce soit dans le domaine familial, professionnel, également dans le domaine de la santé. J'ai été soignée, aidée, accompagnée pendant plusieurs années par un médecin et son équipe. Et nous avions alors des rapports de bienveillance les uns par rapport aux autres. Ce n'était pourtant pas une époque qui les facilitait. Il est toujours possible, même lorsque nous sommes envahis par nos peurs, de tenter de changer de vision et par là même de comportement. Et pour terminer et clarifier mes propos, je voudrais citer un maître du bouddhisme tibétain
qui se nomme Joshyam Trungpa, qui parle de la méditation en ces termes. La méditation ne consiste pas à essayer d'atteindre l'extase, la félicité spirituelle ou la tranquillité, ni à tenter de s'améliorer. Elle consiste simplement à créer un espace où il est possible de déployer et de défaire nos jeux névrotiques, nos auto-illusions, nos peurs et nos espoirs cachés. Nous produisons cet espace par le simple recours à la discipline consistant à ne rien faire. Je vous remercie pour votre écoute. Quoi qu'il en soit des différentes pratiques de la méditation, si on veut en comprendre les bases scientifiques et médicales, il faut avoir à l'esprit le processus qui se met en œuvre. En simplifiant, on pourrait décrire 3 composantes dans une séance de méditation. La première, c'est la réalisation de la respiration abdominale. La deuxième concerne la concentration sur un objet ou une image. Dans la troisième composante, on atteint un certain éloignement. Donc la première explication médicale des effets de la méditation est relative au fonctionnement des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Pour certains auteurs, la méditation aurait un effet parasympathico-mimétique, anti-stress. Cette explication, si elle a sûrement un intérêt, ne saurait être exhaustive. En 2 mots, on pourrait dire qu'on est dans le yin et le yang. Le yin, c'est l'énergie du système sympathique, c'est l'énergie qui tonifie, et le yang plutôt, c'est le système sympathique, et le yin, c'est le système parasympathique, c'est-à-dire qui détend. Et donc, on a les deux, sur ce schéma, on a donc le système sympathique et parasympathique sont représentés par des grands nerfs qui irriguent l'ensemble du corps humain, avec toujours, naturellement, une composante cérébrale. En sachant que le système parasympathique est un système beaucoup plus autonome, où le cortex intervient beaucoup moins, alors que dans le système sympathique, le cortex intervient beaucoup plus. De nombreuses études, réalisées principalement aux États-Unis, mais aussi en Inde, tendent à prouver que la méditation a un impact sur le fonctionnement cérébral. Pour concevoir ce qui se passe, il faut rappeler que des processus biologiques originaux interviennent au niveau cérébral. Ils concernent principalement l'activité des neurotransmetteurs et des neuromodulateurs. Le premier neurotransmetteur, l'acétylcholine, a été découvert en 1926 par le physiologiste allemand Otto Lévy. Depuis, de nombreux autres ont été identifiés. Ce sont des petites molécules chimiques qui opèrent au niveau de la transmission des informations entre 2 neurones. Cet espace entre les 2 neurones, on l'appelle la synapse. Parmi les plus connus de tous les neurotransmetteurs, en sachant qu'il y en a des centaines, mais parmi les plus connus, outre l'acétylcholine, citons la dopamine, l'acide gamma-aminobutyrique ou GABA, la sérotonine, le glutamate ou la noradrénaline. Les neuromodulateurs, de découverte plus récente, sont des molécules plus complexes qui interfèrent avec les neurotransmetteurs. Les neuromodulateurs sont parfois définis comme les acteurs du cerveau hormonal, celui qui, à titre d'exemple, joue un rôle dans les contextes de stress et d'émotivité. Parmi les neuromodulateurs les plus connus, on peut citer l'ocytocine ou le corticotropin releasing factor. Neurotransmetteurs et neuromodulateurs agissent principalement au niveau de cet espace entre les 2 cellules nerveuses et que l'on appelle la synapse, mais ça peut être également dans l'espace entre une cellule nerveuse et une autre cellule, comme une cellule musculaire. On appelle donc cet espace la synapse. Donc, en fait, c'est l'essentiel de l'activité biologique en rapport avec la pensée se passe à ce niveau-là.
Et les neurotransmetteurs agissent soit de façon inhibitrice, soit de façon facilitatrice. À titre d'exemple, une étude réalisée par des chercheurs indiens et publiée en 2015 révèle que bien que les récepteurs GABA, donc neurotransmetteurs dont on a parlé tout à l'heure, acide alpha-gaminobutyrique, bien que les récepteurs alpha-GABA soient présents dans tout le cerveau, les recherches ont montré une diminution de l'activité GABA dans plusieurs structures cérébrales chez les patients présentant un trouble panique par rapport aux témoins. Or, il a été démontré que la méditation, qui est capable d'éviter les paniques, favorisait la production du neurotransmetteur GABA. Pour avoir une idée de l'impact des neurotransmetteurs et des neuromodulateurs, il faut aussi faire allusion aux nouvelles découvertes sur le fonctionnement du cerveau. Ces connaissances, apparues progressivement à partir des années 70, ont constitué une vraie révolution qui n'a pas fini de produire ses effets. Avant elle, les scientifiques considéraient d'une part que la cellule du tissu cérébral, le neurone, possédait une spécialisation fonctionnelle, et d'autre part que le cerveau était divisé en zones topographiques ayant chacune une spécificité. Les nouvelles connaissances ont complètement effacé ce que l'on croyait, pour constater que le cerveau était beaucoup plus dynamique. Le neurone, que l'on croyait figé, se révèle être capable d'adaptation. Aujourd'hui, ce dynamisme de la cellule cérébrale s'exprime par deux mots. Plasticité neuronale ou plasticité cérébrale. Ces deux mots, vous les rencontrerez dans de multiples écrits, car ils constituent vraiment la révolution des années 80, faite par des chercheurs américains pour l'essentiel, et qui a complètement transformé la vision que l'on a de l'activité de la pensée au niveau biologique. Pour saisir l'importance de cette découverte, citons l'histoire vraie que Michel Levaquien, chercheur neurobiologiste, raconte dans son livre « Les pouvoirs de l'esprit ». Voici comment il raconte l'histoire de Pedro. En 1959, un vieux professeur espagnol émigré aux États-Unis est soudain foudroyé par un accident vasculaire cérébral. Pedro a perdu le contrôle de la moitié de son corps et son visage est complètement paralysé. Il ne peut plus parler. Le pronostic délivré par les médecins est sans appel. Le voilà condamné à être paralytique le restant de ses jours, avec probablement seulement quelques mois à vivre. Pourtant, son fils refuse de croire que son père est perdu. Il a l'idée saugrenue de lui réinculquer tous les gestes, les uns après les autres, comme s'il s'agissait d'un nouveau-né. Il commence par lui apprendre à marcher à quatre pattes, aux grandes dames des voisins, scandalisés que ce vieux monsieur puisse déambuler dans le jardin comme un chien, puis il le stimule pour se déplacer à genoux, et enfin à marcher de nouveau sur ses deux jambes. C'est ainsi qu'au bout d'un an d'exercice quotidien, Pedro retrouve spectaculairement toutes ses facultés. Il parle normalement, rejoue du piano, danse et parvient même à redonner des cours à l'université de New York à la stupeur de ses médecins. Lorsque Pedro décède, plusieurs années plus tard, d'une mort naturelle, en l'occurrence d'une crise cardiaque après avoir escaladé une montagne en Colombie, l'autopsie de son cerveau révèle un phénomène stupéfiant. La majorité des nerfs reliant son cortex cérébral à sa colonne vertébrale avaient été détruits par l'accident vasculaire. L'homme a donc vécu des années avec une minorité de connexions entre son cerveau et le reste de son corps. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, grâce à l'entraînement suivi, les neurones qui lui restaient ont été formidablement rééduqués pour remplir toutes les fonctions habituelles du cerveau. L'histoire de Pedro, Bach et Rita n'a été possible que parce que son fils, le docteur Paul Bach et Rita,
a connu les travaux de l'école américaine de neurobiologie, validant cette étonnante capacité du neurone humain à s'adapter à des stimulations variées pour permettre de répondre aux besoins de l'organisme. Car la plasticité cérébrale ne produit ses effets que si le cerveau est stimulé. Chez un être humain en bonne santé, c'est dans la petite enfance que les stimulations jouent leur rôle pour développer l'intelligence et les autres qualités humaines. De là l'importance de la pratique de la méditation dès le plus jeune âge. Dans le cas de Pedro, il a été démontré que même chez une personne avancée en âge, la stimulation est capable de réactiver la plasticité neuronale pour permettre aux neurones encore en activité de remplacer les neurones malades. Cette stimulation neuronale met en jeu les neurotransmetteurs et les neuromodulateurs qui vont recréer des connexions nouvelles permettant aux organes du corps humain de retrouver un fonctionnement normal. En dehors de la méditation, la connaissance de la plasticité neuronale a débouché sur d'autres applications pratiques. Citons, entre autres, le traitement des lésions cérébrales, le traitement des difficultés d'apprentissage, le développement d'interfaces cerveau-machine, la création de prothèses sensorielles, le traitement des douleurs du membre fantôme. Le membre fantôme, c'est quand il y a eu une amputation. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a une amputation au niveau du genou, il va avoir des douleurs liées à la perte de connexion avec sa jambe. Et donc, c'est un problème médical qui est très difficile. Et donc, on arrive là à des résultats étonnants. Il y a également le traitement de la douleur chronique, l'utilisation de l'écolocalisation humaine, en particulier pour l'aide aux non-voyants, et aussi l'utilisation des exercices de fitness. Le champ des applications va sûrement s'étendre dans les prochaines années, et cela transformera la prise en charge des maladies aujourd'hui difficilement soignées. Pour revenir à la méditation, je ne saurais terminer cette contribution sans m'attarder sur l'extraordinaire collaboration qui s'est nouée entre les proches du Dalai Lama et en particulier Matthieu Ricard et les chercheurs américains. L'une des études les plus connues a été dirigée par Sarah Lazar de l'université Harvard en l'an 2000. Richard Davidson, neuroscientifique à l'université de Wisconsin, a également mené des expériences en coopération avec le Dalai Lama sur les effets de la méditation sur le cerveau. Ces résultats suggèrent que la pratique de la méditation à long terme ou à court terme entraîne différents niveaux d'activité dans les régions du cerveau, associés à des qualités telles que l'attention, l'anxiété, la dépression, la peur, la colère ou la capacité du corps à se guérir soi-même. Grâce à ces échanges, il est possible d'affirmer que les changements fonctionnels observés sont la conséquence des modifications induites dans la biodynamie du cerveau par la méditation. Dans une étude rétrospective des différentes recherches réalisées, 2 chercheurs américains concluent qu'un grand nombre de recherches scientifiques montrent que la méditation peut influencer les concentrations biologiques d'un certain nombre d'hormones et de neurotransmetteurs dont beaucoup sont connus pour être liés à la relation biologique avec le stress et l'humeur. Ces résultats sont corrélés avec les influences positives bien connues de la méditation sur la relaxation et le contentement. Tout laisse à penser que la pratique de la méditation constitue une réelle stimulation neuronale capable de transformer le fonctionnement du cerveau en favorisant son activité dans les domaines de la réflexion, de la maîtrise de soi et de l'imaginaire. Pratique millénaire traditionnelle, la méditation se voit aujourd'hui valorisée par les connaissances actuelles sur le fonctionnement cérébral. Cette valorisation rentre dans le cadre d'une nouvelle conception de nos capacités cognitives. On pourrait la résumer par ce constat: en stimulant nos neurones par la méditation, l'amour de la vie sera encore plus beau. Merci.
quand je vois cette petite fille, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a l'air très présente. Elle est dans l'observation de quelque chose qu'elle tient dans ses mains, une fleur, un objet. Elle est là. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Elle est là, simplement. Alors, est-ce qu'elle est en méditation? Elle est dans son état naturel de petit enfant. Et ça va se gâter ensuite. Et peut-être que nous avons à retrouver, par la méditation aussi, cet état de présence dans l'instant. Alors Jon Kabat-Zinn, dont nous avons déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, nous dit méditer, c'est rester présent, rien de plus. Alors oui, moi je veux bien rester présent, mais est-ce si facile, hein? Voilà. Et il ajoute, méditer, c'est porter son attention de manière intentionnelle sur un objet dans l'instant où ça se passe. Et Thich Nhat Hanh, il nous dit, lui, autre chose. Il va un petit peu plus loin, il nous dit, c'est regarder profondément dans le cœur des choses. Et on va voir qu'en regardant profondément dans le cœur des choses, on va découvrir de véritables merveilles. Et nous allons surtout aborder cette découverte de l'interrelation, ce qu'il appelle, lui, l'inter-être, c'est-à-dire comment nous sommes tous reliés les uns avec les autres. Par exemple, est-ce que dans cette fleur ou dans cette carotte, ce chou-fleur que je suis en train de manger, est-ce que je peux voir le soleil, la pluie, le nuage, la terre et toutes les personnes qui ont œuvré pour l'amener ici et pour faire pousser cette fleur? C'est-à-dire qu'on va aller en fait dans la véritable réalité des choses. C'est pas de l'imagination, ça, c'est du réel. Voilà. Et donc pour lui, la pleine conscience, c'est aller dans le réel. Alors que nous, enfin moi en tout cas, vous je sais pas, mais on est parfois quand même un petit peu ailleurs. Voilà. L'animal, lui, non, il est là. Hein, voilà, il est là. Et nous, voilà, on pense aux vacances, comment je vais y aller, et la maison, et voilà. Bon, voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas là, je suis dans le futur. Alors, ce futur, il nous entrave très souvent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais penser au futur, ni jamais faire de projet. Hein, attention, hein, c'est pas de ça dont il s'agit, mais c'est la façon dont on va s'y prendre. Et le Dalai Lama, il nous dit, si on apprenait la méditation aux enfants, la violence du monde disparaîtrait en une génération. Alors, c'est très optimiste, hein, c'est peut-être utopique, mais fort de cette parole, nous sommes dit, ouais, pourquoi pas? Il faut avoir de l'utopie pour avancer, pour faire quelque chose. Et on va s'occuper de semer des graines de pleine conscience dans le cœur des enfants, parce que en travaillant beaucoup avec les adultes, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ils arrivent avec des grosses valises quand même. Elles sont bien pleines, leurs valises. Mais peut-être qu'on pourrait apprendre à les poser ou à les vider un peu plus tôt, voyez, histoire de voyager un peu plus léger et de pouvoir traverser un petit peu les écueils de la vie avec peut-être une autre façon de voir les choses. Alors, l'AME
Et donc, une association qui a été créée par trois personnes. Vous en avez vu une tout à l'heure, d'ailleurs, dans la présentation préalable. Hein, il y avait Solange Héon, qui est professeure de yoga, et qui a mis au point, justement, toute une série de 10 mouvements, des étirements en pleine conscience, pour faire prendre conscience, justement, aux enfants de ce qui se passe dans leur corps. Ça a été créé par Candice Marot. Candice Marot, qui est psychothérapeute et ostéopathe, et Elisabeth Couzon, qui, elle, est psychothérapeute et auteure de nombreux livres sur la méditation pour les enfants, qui sont illustrés, qui sont très faciles d'accès, et y compris pour les enfants eux-mêmes. Voilà. Alors, l'AME est une association récente, hein, ça date de 2015, voilà, et avec un développement quand même, c'est un peu tôt là, voilà, avec un développement très, très, très important. Et donc, on a bien compris, de même que John Kabat-Zinn ou Zindel Segal, pour entrer dans l'hôpital, avaient bien compris qu'on ne pouvait pas arriver en disant, on va faire de la méditation. Hein. Donc, ils ont fait des protocoles. Voilà. Des protocoles qui s'appuient vraiment sur la pleine conscience et avec beaucoup de pratiques de méditation, mais ce sont des protocoles. Et à l'AME, on a eu la même idée pour entrer dans l'enseignement. On ne va pas arriver en disant on va méditer comme ça, voilà. Donc ce protocole s'appelle PEACE, la paix, et qui signifie donc présence. Alors, on a parlé un petit peu de présence. Alors, on a préféré ce terme à celui de pleine conscience, parce que pour les enfants, conscience, c'est un peu abstrait. Hein, et puis, la présence, ça renvoie vraiment un peu plus au corps, peut-être. L'écoute, écoute de soi et écoute des autres. L'attention, gros problème d'attention dans les écoles. L'attention portée à ce qui se passe, au moment où ça se passe, et dans son environnement. Attention ouverte, attention fermée, et la concentration vraiment sur un objet. Voilà. Donc, PEACE, présence, écoute, attention, concentration dans l'enseignement. Alors, comment ça se passe concrètement ? Voilà. Alors, nous avons 10 semaines qui se passent. Alors, nous intervenons dans des séances très courtes. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé. Voilà, déjà dans un premier temps. Mais on peut faire des ateliers en dehors de l'école. Mais là, ce sont des séances d'1 quart d'heure, 20 minutes, qui se passent dans la classe avec l'enseignant. Alors, si l'enseignant est formé, ça c'est merveilleux, mais s'il ne l'est pas, c'est pas grave. Voilà. Et on va lui demander, par contre, de participer et de faire la même chose que ce que font les enfants. Alors, là, il y a 3 phases. De la semaine 1 à la semaine 3-4, on va insister sur la conscience du souffle. Qu'est-ce que c'est que la respiration ? Comment ça se passe ? La première séance, on va laisser les choses se faire naturellement. Et à partir de la deuxième, alors ça dépend évidemment de la classe d'âge, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que ce programme, la trame est toujours la même et c'est adapté aux différentes classes d'âge. On ne va pas intervenir de la même façon en 3e ou en CP. Voilà. Alors là, nous allons dire que nous sommes en CE. Voilà. Et nous allons respirer ensemble. Je ne sais pas si vous me voyez. Voilà. J'inspire, j'expire. Et quand j'inspire, qu'est-ce que j'observe au niveau de mes côtes ? Elles s'écartent comme un accordéon et elles se rapprochent. Et puis, je vais observer ce qui se passe au niveau de mon ventre. Ne rien faire, simplement sentir ce qui se passe.
Et puis, je vais mettre un doigt sous mes narines. Et qu'est-ce que j'observe? Tiens, c'est plus chaud quand j'expire. Alors, pourquoi? Alors, quand il y a une bonne coopération avec l'enseignant, il se peut qu'il ait fait un cours, par exemple, sur la respiration. Bon, et là, c'est formidable, puisque les enfants savent vraiment de quoi il s'agit. Et on va surtout insister sur la relation entre le corps et le souffle et les sensations du corps. Qu'est-ce que je ressens? Les enfants ont beaucoup de mal, enfin les adultes aussi, à mettre des mots sur leur ressenti. Voilà. Et alors il y a 2 séances par semaine. Voilà. Et puis on va exercer les capacités de concentration avec des exercices de brain gym, la gym du cerveau, qui consiste à relier un petit peu les 2 hémisphères du cerveau. En faisant des choses comme ça, enfin bon, des petits exercices, voilà. Alors à partir de la 5e semaine, on va rentrer dans quelque chose de plus profond, mais cette base était absolument nécessaire pour pouvoir entrer dans le domaine des émotions. Voilà. Donc prendre conscience de ces émotions, les nommer, faire face au stress. Les enfants sont très stressés, beaucoup trop. Là, j'ai découvert ça dans les écoles, mais il y a quelque chose vraiment là à revoir sur cette question. Et puis, pour pouvoir accueillir les émotions, il faut développer la conscience en soi, l'estime de soi, et on va repérer quelles sont nos qualités, quelles sont les qualités que l'on reconnaît à l'autre aussi, pour aller vers la bienveillance, l'empathie, l'altruisme, et la gratitude. Et la 10e semaine, c'est la transmission. Les enfants font eux-mêmes une séance. Ils deviennent des ambassadeurs de méditation. Ils vont aller montrer ça aux parents ou à une autre classe, voilà, et dans l'école. Alors, bien évidemment, auparavant, nous avertissons les parents que nous allons faire ce programme. Ils donnent leur accord ou pas. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu d'opposition. Et ils remplissent un questionnaire voilà, pour nous dire un petit peu comment ils voient la relation à leur enfant, comment ça se passe avec les écrans, le sommeil, etc. Alors parfois, dans des classes, il y a des enfants dysphasiques, dyspraxiques, dyslexiques, etc. Donc on est très attentif aussi à ça. Mais il y a des programmes spécifiques qui sont en cours. On a même eu des enfants qui avaient des difficultés respiratoires. Donc là, on peut aussi utiliser certains procédés de représentation mentale, voilà, sans faire même les exercices. Et puis, nous avons des exercices donc de pleine conscience. Et je vous invite à vous lever. Nous allons en faire un. Je vais vous en proposer un. Nous allons dire bonjour au ciel et à la terre. Très rapidement. Donc nous sentons bien notre ancrage, notre verticalité. Et dans un premier temps, nous allons simplement laisser les bras se lever en inspirant. J'inspire et j'imagine que je vais crever le plafond et aller dire bonjour au ciel. Et alors les petits disent bonjour le ciel. Voilà. Et j'abaisse les épaules doucement, doucement. Et j'expire. Et je vais dire bonjour à la terre. Et je me sens bien ancrée, bien solide sur cette terre qui me porte, cette terre un petit peu fragile, et je vais la prendre dans mes mains, et je vais mettre une main au-dessus de l'autre, et ce qui est en haut, je vais l'amener en bas, et ce qui est en bas, je vais l'amener en haut. J'expire, je sens bien mon ancrage, les genoux
un petit peu libérée. Et je vais monter la main du dessus vers le ciel, tandis que celle du bas va aller vers la terre. Et je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, et j'observe ce qui se passe au niveau de mon souffle, les sensations. Et je reviens. Alors, là, on le fait qu'une fois. Généralement, on fait 3 fois, hein, chaque mouvement. Voilà. Et je vais encore mélanger. Et peut-être que je sens quelque chose dans le creux de ma main, une petite chaleur, une énergie. Et je vais les mettre en face. Et j'écarte, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et je vais me faire un petit automassage. Voilà. Et je peux bâiller. Je peux bâiller, voilà. Voilà. Et ce petit massage peut être un petit automassage, voilà, de tout le corps. Voilà. Bon, très rapidement, hein, parce qu'on passe un peu plus de temps. Merci. Et je m'assois tranquillement sur l'expire. Voilà donc notre programme. Alors, nous avons fait des expérimentations. Suivante. Enfin, en tout cas, en 2018, nous avons fait une expérimentation dans une vingtaine de classes. Il y a eu plus de 460 élèves qui ont suivi le programme PIS avec des classes qui ne l'ont pas suivi, et on a comparé les résultats entre les classes qui ont suivi le programme et ceux qui n'ont pas suivi. Alors là, simplement, j'attire l'attention sur les compétences et attitudes à développer dans l'éducation nationale, ce qu'on nous demande de faire. Et en fait, le programme PIS correspond bien à cela, c'est-à-dire des attitudes pour le bien-être, les émotions, la confiance en soi, des attitudes pour apprendre, le développement de l'attention, de la concentration, de la mémorisation, et puis le vivre ensemble, ce qu'on appelle les compétences prosociales qui sont extrêmement importantes, l'empathie, le respect, la non-violence, l'écoute. Voilà. Et donc, dans le résultat des études, ce que l'on constate, c'est que les besoins psychologiques fondamentaux, c'est-à-dire le besoin d'autonomie, de l'appartenance sociale, qui sont les déterminants vraiment du bien-être et de la motivation, sont exponentiels, et le sentiment de proximité sociale et le climat de la classe aussi évolue très positivement. Alors, il y a 82% des enfants qui disent être plus calmes, 73% que cela les a aidés à être plus bienveillants, 70% à être plus concentrés, 55% à exprimer mieux leurs émotions, et 65% continuent à pratiquer. Alors effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui apprennent ce qu'ils apprennent en classe à leurs parents. Voilà, il y a déjà des parents qui méditent, mais il y en a qui méditent pas, hein. Et donc ça crée quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des parents qui nous disent tiens, où est-ce que... Oui. Voilà, donc 15 000 jeunes et enfants, hein, début 2019, donc là il y en a un peu plus, ont reçu ce programme. Et voilà, ils sont joyeux, hein, effectivement, parce que alors quand on travaille dans les classes, ça génère vraiment un climat, hein, vraiment très, très positif. Et donc, Candice Marot, notre présidente de l'AME, a fait une présentation aux députés l'an dernier. Ça a donné une formation, entre guillemets, AMBSR pour les députés. Enfin, il y en avait une douzaine ou une quinzaine. Et mardi, elle était au Sénat. Donc là, je ne sais pas encore ce qui s'est passé, mais l'idée est de faire en sorte que l'éducation nationale s'ouvre un peu plus à cette démarche.
Et je rebondis sur ce qu'a dit Ida tout à l'heure, qui me paraît extrêmement important aussi, mais on pourra en débattre. C'est par rapport au fait que la méditation ne devienne pas un produit. Hein, pour qu'ils apprennent mieux, ben on va les faire méditer. Alors c'est pas ça l'idée, hein, mais c'est un risque effectivement, et ça, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Alors nous formons aussi des professeurs. Alors quand ils ont une pratique méditative, ils abordent directement ce programme, et quand ils n'en ont pas, on leur propose un autre programme qui s'appelle Pause, au cours duquel ils vont pouvoir expérimenter la méditation et voir en quoi consiste ce programme et envisager la continuation ou pas. Hein, parce que c'est pas du tout obligé. Alors c'est pas obligé pour les enfants non plus. Hein, s'il y a des enfants dans la classe qui ne veulent pas le faire, on va pas les forcer. Hein, la méditation, c'est quelque chose d'absolument volontaire. Voilà. Oui. Donc quelques livres. Alors la méditation avec les enfants de Candice Marot, voilà. Là il y a tout pisse dedans. Donc là vous avez vraiment tout l'enseignement. Tout est là, juste là, de Jeanne Chauffachin, qui est davantage pour les ados. Hein, et puis tous les petits livres d'Elisabeth Couzon, hein, là qui sont vraiment très 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 pratiques. Si vous pouvez appuyer encore, parce qu'il y en a d'autres. Voilà. La pleine conscience avec les adolescents, voilà. Hein, voilà. Bon, ils n'y sont pas tous. Il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Donc, en conclusion, qu'attendre de la méditation? Eh ben, je dirais, comme Ida, rien. Rien, parce que tout est là. Hein, comme le dit... Jeanne, tout est là, juste là, simplement ça reste à découvrir. Et je me souviens d'un petit garçon de 7 ans qui était en train de déguster un raisin en pleine conscience dans une séance et qui m'a regardé, mais alors émerveillée, et qui m'a dit « Oh, c'est ça le bonheur !» Et voilà, c'est ça. Et alors, pour terminer cette petite histoire, quel jour on est, dit Winnie. On est aujourd'hui, dit Porcelet. C'est mon jour préféré, dit Winnie. Alors puissions-nous avoir chaque jour notre jour préféré, parce que la vie est là, tout simplement, alors ne la laissons pas filer, hein. Car outre la facilitation des apprentissages, des compétences prosociales, la méditation dans l'éducation est un enjeu fondamental, puisque c'est eux qui vont bâtir le monde de demain. Et en méditant avec les enfants, nous contribuons ainsi à préparer ensemble ce monde meilleur, dans l'amour de la vie, pour l'amour de la vie, et nous recevons d'eux autant que ce que nous leur donnons, sagesse et joie, avec gratitude. Merci. Merci aux organisateurs de cette rencontre. C'est un honneur, un bonheur de pouvoir échanger avec vous ce soir. Alors, je ne vais pas essayer de déborder, hein, parce que quand je commence à parler. Alors, rapidement, je voudrais, pour situer mon propos, retracer les grandes étapes de mon chemin de conscience. En fait, il y a 2 grandes étoiles dans ma vie. La première, c'est Sœur Emmanuelle, qui a été sur mon chemin dès l'enfance. Je l'ai rencontrée par ma famille et je me suis rapprochée d'elle quand j'avais 17 ans. Je l'ai rejointe dans le bidonville du Caire.
Et cette année-là, cette année de 17 ans, était une année très difficile pour moi. J'avais vraiment perdu le goût de vivre. En terminale, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais on apprenait l'histoire, la géographie du monde contemporain. Et c'est là que tout d'un coup, j'ai pris conscience des profondes injustices de notre monde, et en particulier ce qui m'avait vraiment bouleversée, c'était l'idée qu'un enfant mourrait de moins de 10 ans, meurt de faim toutes les 4 secondes. Aujourd'hui, c'est toutes les 5 secondes, c'est insoutenable, et je n'arrivais pas à vivre avec la conscience de cette réalité. Et parce que je me sentais écrasée par une impuissance complice aussi de cet état de fait. Et Sœur Emmanuelle m'a beaucoup aidée parce que de voir son engagement et de voir la force aussi d'une femme seule qui avait plus de 60 ans quand elle est allée dans le bidonville et qui a été capable de changer la vie de toute une génération de 40 000 personnes. Puisque aujourd'hui, ce sont les enfants, les petits-enfants de ceux qui étaient des chiffonniers du Caire et qui vivaient des ordures, ont accédé à l'éducation, particulièrement les femmes, qui sont institutrices, professeurs, médecins, avocates, infirmières. Donc, ça m'a montré aussi, contrairement à ce que je ressentais, il y a on a chacun cette capacité de changer les choses et de transformer la vie autour de nous, de transformer le monde. La deuxième étoile qui apparaît sur mon chemin, c'est en 1992. Une voix intérieure me dit d'aller à Dharamsala en Inde. Rien, en vérité, ne m'y préparait. Je ne savais pas grand-chose du Dalai Lama. Je ne connaissais pas non plus à l'époque l'histoire des Tibétains. Et ma voix intérieure était tellement forte que je l'ai suivie. Je me souviens encore, autour de moi, on me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Dharamsala? Il n'y a rien à voir. Si tu vas en Inde, il y a d'autres choses. Il y a le Taj Mahal, il y a Benares. Enfin, il y avait d'autres lieux, évidemment, plus touristiques. Mais voilà, moi, ma destination, c'était Dharamsala. Et à Dharamsala, cette année-là, en 1992, l'une de mes premières rencontres dans un sentier de forêt himalayenne, ça a été le Dalai Lama qui m'a serré sur son cœur. Ça a été très furtif, très rapide, mais ça a été une transmission énergétique extrêmement forte. Et il s'est passé une chose, c'est que j'ai entendu à ce moment-là une voix qui me disait « Sors ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est quelque chose qui était lié à mon histoire et à mon enfance. J'ai été élevée par mes grands-parents qui étaient des paysans, des gens de la terre, qui avaient un cœur très pur, et quand je pense à eux, ils rayonnent de bonté. Et mon grand-père lisait tous les jours l'évangile de Jean. Il lisait des passages de l'évangile et il avait pris l'habitude de me mettre sur ses genoux, et donc il tenait ce livre et avec l'index il suivait la ligne, et il se trouve que vers 3 ans et demi on s'est aperçu que je savais lire. J'avais appris à lire comme ça sur les genoux de mon grand-père, et comme c'était une lecture qui était sa lecture quotidienne et que j'ai baigné dans toutes les histoires de l'Évangile, en fait, je connaissais par cœur certains passages. Et il y avait un passage qui m'avait fascinée, c'était l'histoire de Lazare et de Jésus qui s'approche du tombeau et qui lui dit « Sors ». Et j'ai senti donc toute petite, il y a eu cette connexion très forte avec Lazare, et qui continue d'être présente dans ma vie aujourd'hui. Et je donnerai un exemple, c'est que
depuis que j'habite à Paris, j'habite près de la gare Saint-Lazare. Et c'est franchement pas le quartier de Paris que je trouve le plus extraordinaire, même si c'est un quartier très vivant, très animé, qui est agréable à vivre. Mais à chaque fois, avec des déménagements successifs, eh bien, je retombe toujours dans la proximité de la gare Saint-Lazare. Et alors, le dernier déménagement, qui date du mois de mars, était encore plus étonnant, parce que maintenant, j'habite carrément la rue Saint-Lazare. Et donc, je sais que c'est là, en effet, qu'il fallait que j'habite. Et j'ai même un jour rencontré une femme que je dévisageais parce que son visage, les traits de son visage, me rappelaient le visage du Christ sur le suaire de Turin. Et puis elle s'est mise à me regarder aussi, et elle m'a dit, Lazare, le compagnon de Jésus, c'est toi. Et il se trouve que c'était un moment de ma vie où justement je traversais une période de bouleversement, et que tout d'un coup j'ai senti à travers ce signe, ce clin d'œil que me faisait la vie, qu'il y avait cette présence, cette énergie de protection dans ma vie, qui est donc liée à Lazare et à l'histoire de Lazare. Et alors cette photo, elle est récente en fait, hein, c'est pas du tout d'Aramsala en 1992, il y a 25 ans. Ça date de 2016. J'avais organisé avec le barreau de Paris une conférence autour du Dalai Lama et de 350 experts internationaux de l'environnement, des juristes et des avocats. Et donc il y a eu cette étreinte avec le Dalai Lama. Et cette photo, pourquoi cette photo? Parce que quand j'ai vu la photo suivante, et c'était tout récent, ça m'a vraiment bouleversée, parce que j'ai entendu à nouveau cet appel de Jésus, sors. Et le fait que ce soit cette jeune fille qui a été nommée par les Indiens la femme descendue du ciel, qui a pour mission de sauver l'humanité, m'a beaucoup frappée. Et dans tout ce que je suis en train de vous dire, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans une identité religieuse qui est définie par une orthodoxie. Je suis sur un chemin de conscience vers ma nature, en essayant de m'approcher de ma nature véritable, de ma nature éveillée, et dans une transparence à travers les différents courants de pensée. De sorte que cette invitation de Jésus, ce que j'ai entendu toute petite, lorsqu'il s'adresse à Lazare et qu'il lui dit de sortir, c'est aussi ce qui a fait que je suis sortie à chaque fois même des traditions ou des spiritualités qui sont des matrices à travers lesquelles on grandit, mais une matrice, on doit en sortir. On n'est pas fait pour rester à l'intérieur de cette matrice. Alors bien sûr, chaque tradition, chaque religion a son corpus doctrinal et sa cohérence. Et bien sûr, ça, il faut la respecter, mais à l'intérieur de cette tradition, il y a l'expérience. Et à travers donc toutes mes rencontres, ce que j'ai perçu, c'est qu'au niveau de l'expérience, il y a quelque chose de commun. Et ce qui est commun à toutes ces traditions, c'est l'ouverture du cœur, c'est toutes les valeurs humaines essentielles qu'elles nous transmettent. Et c'est au fond toujours ce vers quoi je suis allée, et je continue d'aller, je n'arrête pas de sortir d'identités dans lesquelles je ne peux pas m'enfermer, parce que c'est pas mon destin, et je pense que c'est mon travail aussi d'arriver à tisser des liens entre ces différentes traditions. Et dans les dernières années de sa vie, donc j'étais très proche de Sœur Emmanuelle, j'allais la voir souvent. Et en fait, quand
j'étais près d'elle, j'arrivais, une des premières choses qu'elle me disait, c'était « Comment va mon jeune frère ?» Et le jeune frère de Sœur Emmanuelle, eh bien, c'était le Dalai Lama. Et donc, je me suis rendu compte que elle aussi, elle vivait à la fois donc une foi qui était très ancrée dans sa tradition, dans sa religion, mais avec une ouverture totale et avec une immense tolérance, une immense ouverture d'esprit par rapport aux différentes, aux autres traditions. Et qu'au niveau de l'expérience, ce que j'entendais d'elle et ce que j'ai pu entendre aussi du Dalai Lama allait toujours dans le même sens, dans le sens d'une très grande humanité. Et quand je vais voir le Dalai Lama, je ne vais pas voir un chef bouddhiste, je vais voir un être humain qui a une expérience d'humanité extraordinaire. Donc on me met différentes étiquettes, que je suis bouddhiste et comme je suis proche du Dalai Lama, alors on me rajoute encore bouddhiste Gelugpa, parce que le Dalai Lama appartient à cette école qui est l'école Gelugpa. Je ne refuse pas, mais je ne revendique pas. Sœur Emmanuelle, elle disait que j'étais christiano-bouddhiste, qu'elle avait encore inventé quelque chose pour moi. J'ai pas besoin de tout ça. Et ma quête, c'est vraiment celle d'une universalité du cœur et de l'expérience humaine. Et c'est pour ça que j'ai été profondément touchée, bouleversée de cette image. Donc c'est un medicine man de la nation Sioux qui reçoit Greta Thunberg et qui lui dit aussi We stand with you, we love you, you are our parent. Et je pense qu'après tout ce déversement de haine contre elle, dans les nations premières, elle a été vraiment accueillie comme une sœur par tout le monde, comme elle aurait dû l'être, mais comme on sait, ce n'est pas le cas. Et j'ai été d'autant plus touchée donc de voir tout ce parcours de Greta avec les nations premières, que c'est aussi la semaine où sort ce livre. Donc c'est mon 4e livre avec le Dalai Lama. J'avoue que quand je l'ai rencontré, j'avais pas imaginé qu'il y aurait un lendemain à cette rencontre. Et j'avais pas imaginé non plus que je signerais 4 livres avec lui. Il s'agit de la réédition d'un livre qui est paru en 2017, mais les choses vont tellement vite que donc on l'a réécrit. Et Greta Thunberg a accepté d'être sur la couverture de ce livre. De l'autre côté du Dalai Lama, on voit 3 jeunes belges qui sont dans le mouvement de Youth for Climate, et notamment à l'arrière-plan Yuna Maret, qui a été invitée d'ailleurs par la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'année dernière, pour prendre la parole. C'est une jeune fille dont la mère est sénégalaise et le père belge. Et je suis très heureuse parce que je l'emmène en fait à Dharamsala bientôt, le mois prochain, pour un séminaire avec le Dalai Lama et pour réfléchir à tous ces problèmes qu'on se pose aujourd'hui sur l'avenir du monde. Et alors, je veux bien l'image suivante. Alors, je reviens donc, je reviens à Lazare et à cet appel de Jésus qui lui dit « Sors ». J'aime beaucoup cette icône. Et d'ailleurs, sur la photo, vous avez vu Greta, quand elle a été revêtue par la nation Sioux des habits cérémoniels, eh bien, c'était ces couleurs du bleu et du vert que l'on voit sur cette image. Et sur cette icône, donc, eh bien, c'est Lazare, le mort-vivant qui sort de son tombeau. Et pourquoi je reviens à cette image, c'est que, à mon sens, l'humanité aujourd'hui, elle est dans le tombeau comme Lazare était dans son tombeau à l'époque. Et ce qu'on a besoin d'entendre, c'est cette voix du Christ qui dit « Sors ».
comme je l'entends depuis que je suis toute petite, et je l'entends aussi aujourd'hui, je l'entends chaque vendredi dans les Fridays for Future, quand toute cette jeunesse défile dans les rues du monde pour interpeller les adultes, c'est-à-dire nous, enfin les personnes de ma génération, pour nous demander de prendre nos responsabilités et de leur permettre d'avoir un avenir. Et c'est cette voix de Jésus qui a dit aux sœurs de Lazare, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». Et c'est ça qui m'avait toujours fascinée depuis toute petite, cette intimité de la vie, de la mort et de l'amour. Parce que celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui croit dans le Christ, pour moi, il croit dans l'amour. Et c'est l'amour qui donne la vie. Et c'est cette... on n'a pas le temps là de développer ce point, mais l'amour qui donne la vie, parce que l'amour est vital. Je pense que le docteur Bréant le sait beaucoup mieux que moi. Dans la neurogénèse, par exemple, pour l'enfant, une présence aimante et affectueuse est essentielle pour la construction et le fonctionnement du cerveau. Alors maintenant, quel lien entre Lazare et notre sujet? Donc Lazare qui m'évoque cette humanité d'aujourd'hui, avec notre belle planète bleue, qui est transformée en tombeau du vivant, puisque une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes aujourd'hui de la surface du globe. Et selon une étude récente de l'université de Stanford, la survie de 5 milliards d'humains est compromise dans les 30 ans à venir, en se basant sur des modélisations du climat et des écosystèmes qui sont précises à 300 mètres près. Donc on vit avec cette mort massive et omniprésente. Une étudiante de Sciences Po me demandait récemment comment vivre dans un monde qui meurt. Et il y a un jeune Britannique qui a posé aussi la même question, comment vivre à 25 ans dans un monde qui meurt. Pour répondre à cette question, c'est difficile, je n'ai pas forcément la réponse. Mais il me semble que justement, c'est là que la méditation, qui certes ne résoudra pas tous les problèmes, mais au moins elle peut nous permettre d'aller à la racine, à la cause des symptômes que l'on voit. Et avec cette photo, justement, je vous propose de vous emmener au Festival Rock de Glastonbury, où a été prise cette photo. C'est en juillet 2015. Et sur l'estrade, devant des dizaines de milliers de personnes, Patti Smith accueille un invité surprise, le Dalai Lama, qu'elle a invité à venir fêter ses 80 ans. On est en juillet 2015, c'est quelques mois avant la COP21, et les médias se sont emparés de la question du climat. Et donc un journaliste demande au Dalai Lama « Quelle est votre solution pour combattre le changement climatique ?» Et sans une seule seconde d'hésitation, le Dalai Lama répond « Inner peace », la paix intérieure. On ne comprend pas forcément, au premier abord, le lien entre paix intérieure et climat. La paix intérieure est un état d'esprit. Comment peut-elle impacter des phénomènes géophysiques? Comment la paix intérieure que chacun expérimente individuellement peut-elle avoir une influence généralisée à l'échelle de la planète? Alors aux sceptiques, je répondrai, comment pouvez-vous imaginer que votre esprit est sans effet sur le monde qui vous entoure? Parce que c'est bien notre esprit qui dirige notre action. Et notre action multipliée par les actions de 7,5 milliards d'autres représente une force de disruption sans précédent des équilibres planétaires, ainsi qu'en atteste notre époque qu'on appelle l'Anthropocène.
parce que l'action humaine est devenue un facteur de changement à l'égal des forces géologiques. C'est donc dans l'esprit humain qu'il faut chercher la cause première des catastrophes de notre époque, qui ne sont pas si naturelles qu'on le croit a priori. Et l'erreur que l'on fait trop souvent est de vouloir résoudre les problèmes environnementaux au niveau de l'environnement seulement. Et on traite ainsi le symptôme et pas la cause. Comme le Dalai Lama l'affirme, les problèmes environnementaux ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas des aliens qui les ont provoqués. C'est l'action humaine. Et c'est d'ailleurs un début de bonne nouvelle, parce que si l'action humaine a causé ces problèmes, en repensant l'action humaine, on peut y remédier. Or, cela implique un changement de paradigme. Comme le disait Einstein en son temps, on ne peut pas résoudre un problème avec l'état d'esprit qu'il a créé. Alors revenons à cette déclaration du Dalai Lama. Quel lien entre paix de l'esprit et réchauffement climatique ? La paix de l'esprit entendue par le Dalai Lama s'obtient par la méditation, qui permet de voir les choses telles qu'elles sont. Avoir l'esprit en paix, c'est pas juste fermer les yeux et ne penser à rien. On est en paix quand notre esprit n'est plus l'objet d'illusions qui le déstabilisent et qu'il perçoit la vraie nature de la réalité. Alors, je vais vite, mais je pense que vous me suivrez. On est en paix lorsqu'on n'oppose plus soi-même, les autres et l'environnement, quand on ne se sépare plus des autres et de la nature, mais qu'on réalise nos interdépendances multiples. Je résume volontiers cet état de conscience par une formule de la sagesse Ubuntu, en anglais « You are, therefore I am ». Et donc en français « Tu es, donc je suis ». Tu es, donc je suis, je vous le dis. Je le dis à tous mes frères et sœurs de l'écosystème Terre, de l'insecte le plus infime aux arbres, aux fleuves et aux montagnes, qui partagent avec moi l'aventure de la vie terrestre. Tu es, donc je suis, ces 5 mots sont la meilleure manière que j'ai trouvée pour exprimer l'interdépendance qui est la réalité de la vie. Et pour nous, Français, nous saisissons l'écart entre « tu es », donc « je suis », et la formule cartésienne en 5 mots qu'on a tous apprise à l'école, « je pense, donc je suis ». Cette formule cartésienne au XVIIe siècle, elle fut révolutionnaire. Mais en opposant la pensée et la vie, en séparant l'esprit et le corps, la matière et la conscience, elle a servi l'idéologie prédatrice et destructrice d'Homo sapiens que Descartes qualifiait de maître et possesseur de la nature. Au contraire, on comprend que tu es, donc je suis, correspond à une approche écosystémique. Telle que je l'entends, elle signifie « tu me donnes la vie, je te donne la vie ». Tu es responsable de ma vie, je suis responsable de ta vie. Car le lien de conscience avec l'environnement est essentiellement un lien de responsabilité. Et c'est pourquoi, sur la formule « tu es donc je suis », j'ai basé un protocole de méditation de responsabilité universelle. Donc ça, c'était la slide, voilà, oui, c'était le livre précédent avec le Dalai Lama, qui date de mars 2016. Et la responsabilité universelle, elle... on me dit que c'est le temps de conclure. La responsabilité universelle, pourquoi ? Parce que tout se passe comme si le tsunami planétaire en train de foncer sur nous n'avait pas un poids de réalité suffisant pour nous inciter à prendre les mesures qui s'imposent. Nous sommes piégés par un processus de dissonance cognitive, à l'abri dans notre bulle de confort, à corps épargné par la catastrophe en marche.
Et la méditation peut constituer un levier pertinent de transformation, précisément parce qu'elle nous emmène au-delà des limites de la connaissance intellectuelle. Je prendrai un exemple qui nous concerne tous. Tant qu'on aura réalisé intellectuellement seulement que l'élevage industriel est responsable de famine, de perte de biodiversité, de pollution, notre cerveau trouvera le moyen d'occulter ces vérités insupportables, au point que, le sachant, certains auront toujours plaisir à cuisiner, à manger une côtelette d'agneau, un steak ou une escalope de veau. Mais à partir du moment où, par la méditation, on aura exploré l'impact émotionnel et cognitif de ces informations, on sera capable de les intégrer dans nos schémas de conscience et de modifier en conséquence nos comportements. J'ai parfois l'impression que les experts parlent de ce qui se passe sur une autre planète. Parce que quand on prend la mesure au niveau du réchauffement climatique, là on en est à 1,1, que 1/10 de degré, ça représente une perte, un effondrement d'écosystèmes. Et avec l'effondrement de ces écosystèmes, l'extinction de centaines de milliers d'espèces, l'obligation pour des populations entières de quitter leur foyer, ça a un tout autre sens. Et donc vous l'avez compris, quand je parle de méditation, je ne parle pas d'une méditation confort et bien-être, je parle au contraire d'une méditation qui nous tire hors de notre zone de confort, dans une confrontation avec le réel, et dans ce que le réel peut avoir de plus cruel, de plus insoutenable. Et je pense qu'il faut toucher cette cruauté, il faut toucher ce désespoir pour entendre cet appel de l'amour qui nous dit « sors ». Lazare est dans un tombeau lorsque Jésus l'appelle à sortir. Nous sommes aujourd'hui comme Lazare dans ce tombeau. Donc il est temps de nous défaire de toutes ces bandelettes qui sont le symbole des limitations, des illusions, des complaisances que nous pouvons avoir encore avec la réalité. Et c'est par exemple l'un des protocoles de méditation que je propose, consiste à faire entrer dans notre champ de conscience les réalités. Alors je citais l'alimentation parce que on mange 2 fois, voire 3 fois par jour. Et donc c'est cette réalité du double meurtre alimentaire mondial, mais cela non sous forme de chiffres et d'informations abstraites, mais sous forme incarnée, sensible, en se représentant sur le plan psychocorporel ce que ça nous fait, ce que ça représente pour nous de savoir qu'il y a un enfant de moins de 10 ans qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Et en observant donc comment cela nous affecte physiquement, émotionnellement, psychiquement. Et de développer ensuite notre conscience empathique, notre capacité d'amour, notre énergie de lucidité, de bienveillance. Et c'est donc par un tel processus exigeant, difficile, de méditation, que peut s'amorcer la guérison de nos dissonances cognitives. Et c'est la voie d'un véritable changement de paradigme. Car on a vraiment besoin d'une révolution cognitive, d'une ampleur comparable à celle de l'invention des cultures par notre ancêtre Sapiens. Et c'est ma conviction et c'est ma pratique aussi, que la méditation est la voie de cette radicalité révolutionnaire, puisqu'en partant de notre esprit, elle remonte à la racine de nos problèmes. Alors, je citerai le constat de Gustav Spes, qui fut le président de la Task Force Global Resources and Environment, et il disait que je croyais que les plus grands défis environnementaux étaient les inégalités, la perte de biodiversité, l'effondrement des écosystèmes et le changement climatique. Je croyais qu'on pouvait résoudre ces problèmes avec des progrès scientifiques, mais j'avais tort. Les plus grands défis environnementaux sont l'égoïsme, la cupidité et l'apathie. Et pour y faire face, il nous faudra une transformation spirituelle et culturelle. Alors rapidement, je veux bien les slides avant.
avant. Oh là là, il y en a beaucoup. Avant, voilà. Oui, donc ça, c'était le 26 juin. Le partenariat français de l'eau, le CNRS et l'AFD, qui est l'Agence française pour le développement, m'avaient invité à ce séminaire, justement, pour parler de la méditation comme levier du changement. Et suite à cela, donc, j'ai eu des réunions avec différentes personnes. Et donc, le slide suivant. Merci. Ce qu'on a réussi, c'est dans ce document, un document qui a été remis au président Macron lorsqu'il s'est rendu au sommet de l'ONU à New York. Vous voyez, au niveau individuel, la méditation est citée. Alors, on en avait tout un paragraphe, hein, ça a été réduit à 2 lignes et demie. Et le 20 septembre, donc avant le sommet des Nations Unies, on m'avait demandé de venir guider justement une méditation selon ce protocole que j'avais proposé, qui a été validé au ministère de la Transition écologique. Sauf que 3 jours avant, on a déprogrammé la méditation. Je pense que ça a dû paraître un peu trop à côté du sujet. Et donc les personnes qui avaient porté ce projet étaient extrêmement déçues. Moi, j'ai dit, on ne peut pas forcer des gens à entendre des messages qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais on ne doit pas sous-estimer non plus le pouvoir des graines qu'on a semées. Et je pense que avec ce travail qu'on a commencé, qu'on a amorcé, et puis qui se fait aussi dans bien d'autres institutions, là, vous citiez précédemment le Sénat, le barreau de Paris par exemple, et bien d'autres, donc sont tout à fait ouverts aussi et ont compris l'enjeu de la méditation. Donc, on peut peut-être finir les slides. Oui, alors rapidement, Better We, Better World. Donc ça, c'est le programme que je porte d'ailleurs avec Rohan Nguyen qui est ici, qui m'a rejoint. Et comme vous voyez, ce logo, non, excusez-moi, la slide avant, le logo qui est au centre. Donc je l'ai fait avec la représentation, j'appelle ça l'arc-en-ciel de l'agenda 2030, qui sont les 17 objectifs de développement durable. Et avec au cœur, donc, eh bien, un méditant. Et un méditant dans lequel on a voulu justement représenter cette ouverture du cœur, l'ouverture des mains, puisque c'est à travers l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit et l'ouverture des mains qu'on peut essayer de construire véritablement un autre monde. Et en tout cas, ce monde des objectifs de développement durable, qu'on appelle l'agenda 2030, qui a été adopté à l'unanimité par les Nations Unies, et qui veut construire un monde extraordinaire, puisque ce sera un monde où la faim serait éradiquée, la pauvreté, où l'accès à l'éducation serait généralisé, la promotion des femmes et l'égalité des femmes et des hommes serait aussi réalisée. Donc, mais pour construire un tel monde, donc c'est toute une transformation, et c'est aussi donc par la méditation l'idée que la transformation, elle devient possible à partir du moment où on a commencé à se transformer soi-même, et qu'en se transformant soi-même, donc on peut transformer le monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc cette méditation, en fait, je l'ai appelée médite-action, parce que on a compris que, alors aujourd'hui, d'ailleurs c'était l'exposé qu'on a eu tout à l'heure qui était passionnant et qui nous montre comment les neurosciences nous permettent de comprendre les impacts de la méditation sur le cerveau. Et on est capable, on a la finesse maintenant d'analyse qui permet de savoir que certains types de méditation vont favoriser aussi, vont avoir différents effets. La méditation de concentration va améliorer les performances, et la mindfulness notamment. Et la méditation de l'amour et de la compassion, elle va stimuler les zones prémotrices du cerveau. Donc, de ce point de vue, la méditation est effectivement une voie vers une action qui soit juste, vers cette justice climatique et sociale qui paraît tellement importante. Et j'ai fini, et donc la dernière slide.
Vous connaissez sûrement la phrase de Gandhi qui est devenue le mantra de notre époque, « Be the change you want to see in the world ». Et donc, je l'ai transposé, be the love you want to see in the world. Soyez l'amour que vous voulez voir dans le monde. Et je suis inspirée vraiment là par Sœur Emmanuelle, qui m'a montré que c'était possible de transformer les germes de mort en germes de vie. Et cet été, devant la détresse de tellement de formes de vie qui ont été calcinées dans des incendies tout autour de la planète, j'ai eu le sentiment que le grand corps vivant de la Terre devenait un cadavre, était transformé en cadavre par l'inconscience humaine. Et ce qui s'est montré, c'est cet enseignement de Sœur Emmanuelle qui disait « L'amour est plus fort que la mort ». Donc c'est pour ça que j'ai proposé d'intituler ma présentation de ce soir, méditer pour l'amour de la vie et de toutes les vies. Parce que ma conviction est que la Terre peut guérir et reverdir dans un printemps du monde et je mets toutes mes forces au service de cette conviction. Donc je vous remercie de m'avoir permis de partager ce qui m'anime au plus profond. Merci. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, redresser la colonne vertébrale et à vous concentrer sur le mouvement de la respiration. Vous intériorisez la présence consciente à notre respiration et est aussi une présence consciente au monde. Sur l'inspire, nous faisons entrer l'oxygène qui vient des forêts du monde, des océans du monde. Et à travers ce mouvement source de la respiration, nous recevons l'énergie qui nourrit la vie. L'oxygène est fixé dans le sang par le fer, et ce fer provient de l'explosion d'étoiles anciennes. Et à chacun de nos souffles, nous participons à cet échange de la vie qui nourrit la vie, puisque en expirant, le gaz carbonique que nous expirons va nourrir à son tour les forêts, la végétation du monde, le phytoplancton des océans. En pratiquant cette respiration consciente, on entre dans une communion profonde avec les forces de la vie. On ne se sent plus séparé, enfermé dans une identité, mais on se sent relié. Relié à l'univers, à un espace, un temps qui nous dépasse.
et qui en même temps sont là, présents en nous, qui nous constituent, qui nous animent. Nous sommes des êtres respirants, tout comme les animaux, toutes ces formes de vie multiples, animales et aussi végétales. La terre aussi respire. Et à travers des cycles qui sont plus grands que ceux de l'échelle d'une vie humaine, le cosmos est animé aussi de cette force de vie. La respiration, l'air qui entre et l'air qui sort, ce n'est pas seulement un échange gazeux, c'est aussi l'énergie de la vie, le don de la vie qui circule, qui s'échange. On ressent de la gratitude pour ce don de la vie. On baigne notre esprit de cette gratitude de recevoir à chaque inspire le don de la vie et de donner à notre tour, à chaque expire, le don de la vie. À d'autres formes de vie, et pour rendre plus présent encore cette gratitude et cette joie de donner la vie, je vous invite à puiser en vous tout l'amour dont vous êtes capable et à le déposer sur le centre énergétique du cœur au niveau du sternum, en vous aidant de la représentation d'une personne, d'un animal, d'un être qui vous est particulièrement cher, et pour lequel vous ressentez un immense amour. Ce centre énergétique du cœur, il se ferme, il se contracte sous l'effet de la peur, la colère, et il s'ouvre dans l'amour. Donc libérez cette force d'amour dans votre centre énergétique du cœur et ouvrez le centre énergétique du cœur en ressentant la présence d'un être aimé, d'un être cher. Vous pouvez intensifier ce sentiment en l'associant à une lumière, le rayonnement de cet amour que vous avez sous forme d'une lumière blanche au niveau du centre énergétique du cœur qui va diffuser dans tout votre organisme une lumière aimante et une lumière bienfaisante. Ce n'est pas une construction intellectuelle, c'est un vécu de conscience. Une lumière qui vient baigner chaque cellule de votre corps, qui s'intègre à votre sensorialité, à votre corporalité. Si vous avez une zone de votre corps qui est douloureuse ou dans laquelle vous avez un problème de santé sur un organe, vous faites rayonner cette lumière aimante depuis le centre énergétique du cœur. Vous dirigez les rayons de lumière vers cette partie du corps et vous libérez les tensions, la fatigue,
en laissant couler comme une rivière dans tout le corps ces rayons de lumière blanche. Vous sentez éclairé, illuminé de l'intérieur. Vous n'êtes plus identifié à votre corps physique et limité. Vous êtes la lumière qui rayonne. Et cette lumière, vous allez maintenant la diriger vers une personne de votre entourage qui est en souffrance, qui est malade, qui rencontre des difficultés. Et vous allez diriger cette lumière vers le centre énergétique de son cœur. Imaginez que la lumière diffuse dans tout son organisme. Une lumière de guérison, d'apaisement, de bonheur, de joie. Sur votre inspiration, vous prenez la souffrance de cette personne. Et sur l'expiration, vous dirigez la lumière de l'amour, de la paix, de la joie. Vous l'enveloppez complètement de cette lumière, jusqu'à ce que vous la voyiez complètement dans la lumière. Puis vous ramenez la lumière sur le centre énergétique de votre cœur et devant vous, vous visualisez une personne avec qui vous avez des relations difficiles, personne hostile. Et de la même façon, vous dirigez vers cette personne cette lumière de paix et d'amour. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse complètement dans la lumière, complètement dans la paix. Faites revenir la lumière sur le centre énergétique du cœur. Et maintenant, dans une expansion de conscience, vous allez diffuser cette lumière dans la salle où nous nous trouvons. Et puis plus loin, dans ce quartier de Paris, puis dans Paris. Et vous imaginez que cette lumière de paix et d'amour va se répandre. Et c'est comme si vous preniez de la hauteur et vous voyez maintenant l'ensemble de la terre qui baigne dans cette lumière de paix et d'amour, cette lumière de guérison. Vous ramenez la lumière sur le centre énergétique de votre cœur. Et vous développez l'intention de contribuer dans votre domaine d'expertise, dans vos relations personnelles, professionnelles. De tout votre cœur, à la paix, à la bienveillance, pour vous-même, pour vos proches et pour le monde. Je vais conclure avec le mantra de la compassion que vous pouvez chanter avec moi pour ceux qui le connaissent, pour faire vibrer la compassion dans nos cœurs. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om
mani padme hum, mani padme hum.